Bonjour à tous. Pour ceux qui n'ont pas assisté à la séance tout à l'heure à 16 heures de la correction des exercices ainsi que la correction de l'activité sur les cristaux, je vous poste cette vidéo, donc je le refais. Alors, si on reprend l'exercice 3 sur l'uranium qu'on avait démarré, où on avait calculé le nombre d'atomes d'uranium radioactif, donc les uranium 235, on en avait trouvé 1,56 fois 10 puissance 22 noyaux. On en était là, radioactifs, dans un morceau de 1 kg de roche. Enfin, dans un morceau de 1 kg. Donc il y en avait tout ça de nos jours. Par ailleurs, on nous dit que tous les 700 millions d'années, on voit ici, il y a la demi-vie, le temps de la durée ou le temps de demi-vie qui est de 700 millions d'années. Ça veut dire que tous les 700 millions d'années, cette valeur est divisée par 2. Donc si je me projette dans 700 millions d'années par rapport à aujourd'hui, j'aurai cette valeur-là divisée par 2. Mais les questions qui sont posées, c'est 700 millions d'années en arrière. Combien il y en avait? Donc si j'avance, il faut que je divise par 2. Donc en arrière, j'en avais 2 fois plus. Et donc à chaque fois, on nous propose de calculer 700 millions d'années en arrière, après 1,4 milliards d'années en arrière, c'est-à-dire 2 fois 700 millions, et ainsi de suite. Après c'est 3 fois, 4 fois, etc. Donc déterminer le nombre de noyaux d'uranium 235 dans ce morceau de roche il y a 700 millions d'années, il y en avait 2 fois plus que le calcul qu'on a fait là, donc 2 fois plus que cette valeur-là. Du coup, on calcule 2 fois ça, donc on obtient à 0,7 millions d'années, on obtient 3,12 fois 10 puissance 22, donc tout ça c'est fois 10 puissance 22 atomes. Alors j'ai mis non pas 700 millions d'années, mais j'ai mis il y a moins 0,7 milliards d'années. C'est la même chose que 700 millions d'années. Et on trouve donc 3,12 fois 10 puissance 22, c'est-à-dire 2 fois plus que le montant que j'ai là. Maintenant, il y a moins 1,4 milliard d'années, comme c'était demandé ici. Il y en a encore 2 fois plus que cette valeur-là. Donc je multiplie ça par 2, je tombe sur 6,24. Après, à chaque fois, je multiplie par 2 parce qu'il y a toujours 0,7 milliards d'années d'écart, 700 millions. Donc à chaque fois, je remultiplie par 2 et ainsi de suite. Donc j'obtiens ces valeurs-là avec ces temps ici par rapport à nos jours. Ensuite, je peux tracer un graphique où je démarre à moins 4,9 milliards d'années et je vais jusqu'à 0, c'est-à-dire actuellement, aujourd'hui, et je trace ces valeurs-là en fois 10 puissance 22 atomes radioactifs, et donc ça me donne ce type de courbe. Donc là on est il y a moins 4,9 milliards d'années, où j'ai la première valeur qui est ici, et qui vaut presque 200 fois 10 puissance 22 atomes radioactifs. Donc ça c'est fois 10 puissance 22. Et ça c'est des milliards. Donc grâce à cette courbe, je vais pouvoir dire lors de la formation de la Terre il y a 4,5 milliards d'années, je vais pouvoir estimer combien il y avait de noyaux radioactifs. Donc il y a 4,5 milliards d'années, si je change de couleur pour mon pointeur, il y a 4,5, c'est entre 5 milliards et 4 milliards, donc on est très exactement ici. Et donc je vais remonter de là, je vais arriver ici sur la courbe, et après il me suffit de me reporter ici jusqu'à avoir le nombre d'éléments encore radioactifs à la création de la Terre. Donc la courbe elle n'aurait pas de sens avant, parce que ça signifie que c'est pas sur Terre, mais c'était dans l'univers, et la Terre s'est formée à ce moment-là. Donc on lit ici, c'est à peu près 140 fois 10 puissance 22 ou 130, ça dépend de ce qu'on lit. Moi j'ai estimé qu'il y avait 140 fois 10 puissance 22 noyaux. Une fois que j'ai cette quantité-là de noyaux à la création de la Terre, donc c'est ce qu'on avait là, je remets tout ça, en considérant que chaque noyau d'uranium 235 s'est désintégré en un noyau de radon 219, déterminer le nombre de noyaux de radon 219 que ce morceau de roche a produit depuis la formation de la Terre. Alors,
Depuis la formation de la Terre, il y avait tout ça de noyaux. Actuellement, il en reste 1,56. Donc si je veux, fois 10 puissance 22, si je veux être rigoureux, eh ben, le nombre de noyaux qui se sont désintégrés au total, c'est la différence des deux. Il reste que ça, il y avait tout ça. Et à chaque fois qu'il y a un uranium-235 qui désintègre, ça génère au bout du compte un radon-219. Donc on peut estimer que la différence de ces deux valeurs, à peu près 138 ou 139 fois 10 puissance 22 noyaux, ça me fait le nombre d'atomes de radon générés. Donc on est plutôt vers les 138 fois 10 puissance 22. Parce que j'ai fait la soustraction entre ce qu'il y avait et ce qui reste encore de nos jours, ici. Ah, c'est presque 140, hein, ça revient presque au même. Après, on nous demande à l'aide de cette valeur-là, d'estimer le nombre de litres de radon qui a pu se dégager, et on me donne le volume molaire. Une mole de gaz, parce que le radon c'est un gaz, c'est censé faire 24 litres. Donc il faut que je transforme ça en mol. Alors, je sais que une mole, d'après la seconde, c'est 6 fois 10 puissance 23 noyaux. Donc pour les 140 ou 138 fois 10 puissance 22 noyaux qui se sont désintégrés, c'est 138, hein, eh bien je divise par cette valeur-là et j'obtiens 2,3 mol. Donc il y a 2,3 mol de radon, donc ce gaz-là, qui se sont dégagés du morceau là, de 20 kg là, de roche depuis la création de la Terre. Alors ça, en volume, il faut multiplier par 24 litres, puisque chaque mol fait 24 litres, donc si j'ai 2,3 mol, 2,3 fois 24, je trouve 55,2 litres de radon. Donc depuis le 4,5 milliards d'années, la création de la Terre, un morceau de roche, le morceau de roche qu'on avait, il a dégagé 55 litres de radon. Bon, voilà. L'exercice d'après porte sur un isotope, le thorium, qui est radioactif, qu'on utilise dans le domaine médical pour détecter des lésions. En fait, il va se fixer sur les lésions et on va pouvoir, en analysant le corps et en regardant d'où se dégage la radioactivité, on va pouvoir localiser les lésions. La demi-vie, elle est de 19 jours pour cet isotope et on démarre avec 1 microgramme qu'on a mis dans le corps. Donc, représenter la courbe donnant l'évolution du thorium restant en fonction du temps en prenant comme unité la demi-vie sur l'axe des abscisses. Donc la demi-vie c'est 19 jours, donc on va avoir 19 jours, puis après on va avoir 19 fois 2, donc on va avoir 37 et ainsi de suite. Donc là j'ai 19 jours, je vais avoir 37 ici, après je vais en avoir encore 19 de plus, donc je vais avoir 50, 40, 56, et ainsi de suite. Hein. Et ça continue, ça va à 76, et etc., etc. Donc tous les 19 jours. Ça, c'est les jours. J'ai ma 1 microgramme. Je sais que à 0,5 microgrammes, j'ai la demi-vie. Je sais que ici, à 37 jours, je vais avoir encore la moitié de ce qui me restait, c'est-à-dire 0,25, et ainsi de suite. Donc on construit le graphique comme ça. À chaque fois, on divise par 2 ce qu'on avait et on avance de 19 jours. Et on obtient tous les points là, pour tracer la courbe. Déterminer la masse de thorium restant au bout de 57 jours. Au bout de 57 jours, 57 jours ou 56 jours? Non, 57 jours. J'ai fini, on a fait 9, non, c'est 38, pardon, c'est pas 37 jours. 38, là c'est 57, là 76. Au bout de 57 jours, on est ici, donc on a divisé par 2, puis encore par 2. Puis encore par 2, on a divisé 3 fois par 2. Donc on est à 1 microgramme de départ, divisé par 2, divisé encore par 2, divisé encore par 2, on arrive à 0,125 microgrammes au bout de 57 jours, c'est-à-dire 3 demi-vies. Après, on me dit calculer la durée nécessaire pour qu'il ne reste plus que 6,25% des noyaux de thorium. Donc il faut calculer les 6,25% des 1 microgramme précédemment introduits. Donc 6,25%, ça s'écrit 6,25 sur 100 pour pouvoir calculer
ce que ça représente, donc sur 100, ça c'est les pourcentages, auquel je vais multiplier le microgramme que j'avais au départ, microgramme. Quand je fais ça, j'obtiens 0,0625 microgrammes. Voilà ce que j'obtiens. Ce qui correspond pile à la moitié de ce que j'ai ici. Donc de là à là, j'ai divisé par 2. Donc ici, j'étais à 3 demi-vies. Pour rediviser encore par 2, je vais passer à 4 demi-vies. Il va me falloir 4 demi-vies pour arriver à cette valeur de 0,0625 microgrammes. Donc 4 demi-vies, c'est-à-dire 67 jours. 76 jours, 4 x 19, pour arriver à 6,25% des noyaux initiaux. L'exercice 10, lui, il était plus graphique. On avait des valeurs de temps en heure, des valeurs de nombre de noyaux radioactifs en millions. Ça, c'est des millions. 10 puissance 6, c'est des millions de noyaux. Et on me demande de représenter ce graphique-là, de l'évolution. Alors ici, il s'agit encore de scintigraphie osseuse. Donc, c'est encore une molécule qui est utilisée pour des lésions. J'ai dit n'importe quoi, le thorium, c'est pas en... Si, c'est de la radiothérapie. Là, c'est celui-là qui est utilisé pour repérer des lésions osseuses. Donc, on met cet isotope radioactif dans le corps et il va se fixer sur les lésions et les détections des rayonnements émis par cet isotope radioactif va permettre de localiser ces lésions. C'est un peu comme comme une puce qu'on pourrait mettre dans le corps qui va se fixer sur les lésions et on va repérer l'endroit où il y a de la radioactivité qui se dégage. Et donc, tracer l'évolution du nombre de noyaux en fonction du temps, il fallait faire un graphique avec en ordonnée le nombre de noyaux, donc grand N, on va prendre toutes ces valeurs-là, et en abscisse le temps, qui sera lui en heures, puisque je vois l'unité qui est en heures ici. Et puis ici, on parlera en millions d'atomes. Donc, je suis en millions de noyaux, pardon. Je démarre à 555, puis après, je prends chaque couple de valeurs, je repère le nombre d'heures, et puis je mets mes points. Je trace tout ça, non pas à la règle, mais à main levée, parce que c'est une courbe décroissante qui n'est pas linéaire. Que constate-t-on? On obtient une courbe de décroissance radioactive. Après, au bout de combien de temps le nombre initial de noyaux est-il divisé par 2? Je suis à 555. Pour diviser par 2, je vais arriver à 277 quand je divise ça par 2. Je me place à 277 ici. Et je repère sur ma courbe où est-ce que je suis pour savoir combien de temps il s'est écoulé. Et je vois qu'il s'est écoulé presque 7 heures, entre 6 et 7 heures. Donc, comment s'appelle cette durée? Cette durée, c'est le temps de demi-vie. Donc, c'est la durée de demi-vie ou le temps de demi-vie, puisque c'est le temps qui est nécessaire pour qu'il n'y ait plus que la moitié des noyaux initiaux. Puis ensuite, pourquoi ce traceur est-il adapté à une utilisation dans le domaine médical? Si on veut détecter une lésion, qu'on fait venir un patient en hospitalisation, on lui met cette capsule, on veut que dans les heures qui suivent, on puisse identifier où se trouve sa lésion. Donc il faut que cette substance radioactive, elle soit active quelques heures encore, et qu'elle ne le soit pas trop longtemps, histoire que quand le patient rentre chez lui, il n'ait plus de radioactivité dans son corps. Donc les quelques heures, c'est-à-dire jusqu'à 35 heures, il n'a quasiment plus de radioactivité. C'est quelque chose, c'est une durée qui est adaptée à une hospitalisation. Il peut rentrer chez lui sans risquer d'irradier qui que ce soit. Donc la durée de décroissance de 35 heures maximum, elle est bien adaptée à la durée de l'examen pour détecter les lésions. Ensuite, il fallait faire les premières activités sur les cristaux de sel. Alors, on explique qu'un cristal, c'est un arrangement régulier dans l'espace des entités microscopiques qui le constituent. Donc, on a des atomes, des ions ou des molécules qui s'organisent. On avait dit que dans un solide, au niveau seconde, au niveau collège, tout ça, les entités chimiques s'organisent de façon serrée et ordonnée. Sauf qu'on n'a jamais précisé comment ça s'ordonnait et à quel point c'était serré.
Donc c'est l'objet justement de ce thème-là, les cristaux et cette étude des cristaux. Comment ça s'organise? Donc l'organisation de ces entités étant très diverse, il existe une multitude de cristaux différents. Ceux-ci sont classés en 16 systèmes cristallins. Alors il y en a certains qui sont très connus et d'autres qu'on verra pas, mais je vous cite les 7. Il y a cubique, monoclinique, donc des fois on voit des cristaux qui ressemblent un peu à ça. Après quadratique, donc un peu comme un immeuble qui serait avec une base qui est un carré. Après hexagonal, les flocons de neige sont des cristaux qui proviennent d'une structure hexagonale qui après se prolonge dans chaque axe comme ça pour former une étoile, un flocon quoi. Sur chaque face ça va progresser, ça va avoir une géométrie qui est hexagonale. Après orthorhombique et rhomboédrique. Et puis triclinique. Bon, tout ça c'est pas forcément utile pour nous. En 1840, Gabriel Delafosse précise la notion de cristal. Son élément de base n'est pas une brique de matière, mais un volume contenant des atomes ou ions qui s'appelle la maille. En fait, ce qu'il dit, c'est que ce qu'on peut visualiser ici à l'échelle presque macroscopique, c'est-à-dire qu'on pourrait presque le voir à l'œil nu, avec une loupe un peu puissante ou un microscope on le voit, mais presque à l'œil nu on pourrait le voir, et bien ça, en fait, ça reproduit une forme microscopique, elle, qui est à l'échelle de l'atome, qu'on appelle la maille. La connaissance de la forme géométrique de la maille va déterminer la forme du cristal derrière. C'est ça qu'il dit. Alors, quelle est la formule chimique du sel? Je le fais vite, c'est NaCl solide. Ça, c'est le sel de cuisine. Et donc là-dedans, j'ai des ions sodium et des ions chlorure qui sont attirés les uns par les autres. On voit pas les charges, mais elles y sont. Donc si je sépare ces deux ions-là, je peux dire que j'ai des ions chlorure et des ions sodium qui sont présents. Ensuite, il a fallu observer ces cristaux de sel au microscope. Alors, au microscope, c'est ce qu'on pouvait faire en TP. On voit, quand on met du gros sel sous un microscope, voilà ce qu'on voit. On peut voir ce genre de choses. Donc on voit que quand on se déplace, la structure, c'est bien des choses qui sont très très à angle droit, etc. C'est cubique. Alors pardonnez-moi, je vais mettre en pause. Bon, je reprends. Donc la vidéo nous montrait bien que les cristaux, globalement, c'est quelque chose de cubique. Donc si on revient à la question qui était posée, le système cristallin du sel, il est de quelle nature? Parmi les 7 qui sont là, il est cubique. Parce qu'on voit bien ces formes qui sont cubiques. Alors ça pourrait être quadratique, on n'en sait rien, mais ça semble... oui, c'est soit quadratique, soit cubique. Enfin, en tout cas, la section vue d'en haut, c'est un carré. Ça pourrait même être monoclinique, ceci dit. Mais il faudrait pouvoir avoir la visualisation des cristaux en 3 dimensions, on verra bien que c'est cubique. Après, avec MINUSC, qui est un simulateur, on peut visualiser les cristaux de sel, mais à l'échelle de l'atome. Donc c'est la halite, le terme historique du sel, ça s'appelait comme ça. Et si je grossis chaque élément, chaque entité sous forme de sphère, j'ai en vert les ions chlorure, Cl-, et en violet les ions sodium, Na+. Et je vois que dans ce qu'on appelle la maille ici, ça ressemble assez fidèlement à un cube. Si je mets des sphères plus petites, je vois que ça s'inscrit dans une forme qui est cubique. Et puis je vois qu'en fait on a un assemblage de chacun des ions, Na+ et Cl-, qui est le plus serré possible avec une alternance de Na+ et de Cl-. Donc c'est assez logique, c'est serré au maximum en alternant chacune des espèces. Donc comment décrire ça? C'est un assemblage qui alterne les ions chlore, vert, assez gros, et sodium, violet, plus petit, de la manière la plus compacte possible dans un cube. Voilà comment on décrit les choses. Ensuite, on va se mettre à se faire 20% et liaison fil de fer, et décrire où se positionnent les ions Cl-, c'est-à-dire les verts, et les ions violets, les ions Na+. Donc si je reprends la simulation, et que je me mets en fil de fer, en bougeant la maille, je peux visualiser clairement que les
si je prends les violets, les sodiums, ils sont tous au sommet du cube à chaque fois. Hein, on les voit, tous les sommets sont occupés par des boules violettes, donc des ions sodium. Mais en plus de ça, chaque face du cube, si je regarde la face qui est ici, cette face-là, le centre de la face est occupé par un sodium. Maintenant, si je prends cette face du bas, le centre est occupé par un sodium. Enfin, vous avez compris, chaque face du cube, de ce dé-là, est occupé par un sodium. Donc les sodiums occupent les sommets et le centre des faces. En revanche, les chlorures, donc les verts, eux, ils occupent chaque arête, ils sont au milieu de chaque arête du dé, hein, on les voit bien. Mais il y en a un également qui est en plein centre du cube ici, qu'on voit ici. Donc sur les arêtes, hein, vous en avez à chaque fois un chlorure, et puis un au centre. Donc ici, ce qu'il fallait indiquer, c'est que les ions chlore verts sont centrés sur chaque arête, et il y en a un qui est au centre du cube, alors que les sodiums, eux, sont sur les sommets, tous les sommets, et au centre des faces du cube. Donc si je respecte les couleurs ici, je vais pouvoir dire que sur chaque sommet, je mets des violets, et sur chaque centre de face, je mets des violets aussi. Donc là, j'ai tous les sommets qui sont occupés par des violets, les faces qui sont occupées au centre par un violet. Il m'en manque un ici, un devant et un derrière. Et celui qui est derrière, je le fais en petit pointillé, pour montrer qu'il est derrière. Maintenant, les chlores, on a dit le centre de chaque arête, donc, et puis le centre total du cube. Alors, c'est pas facile à visualiser, mais ce que j'ai mis ici, c'est le centre du cube. Hein, donc, faut imaginer en 3D, à l'intérieur du cube ici. Puis après, on les voit visibles en vert foncé sur chaque arête qui est visible. Alors là, j'aurais dû le mettre en pointillé aussi, parce que c'est un peu à l'intérieur. Puis j'en ai deux à l'intérieur sur les arêtes ici. Celui-là, j'aurais dû le mettre aussi en petit pointillé. Le sel est un assemblage d'ions sodium et d'ions chlorure basé sur une structure qui est cubique. Maintenant, si j'essaie de comprendre pourquoi les cristaux à l'échelle d'un microscope ou même à l'échelle d'un œil, pourquoi est-ce que c'est cubique, quand j'élargis la maille et que je multiplie les mailles, comme c'était demandé ici, je passe à 2 ici en largeur, 2 en hauteur et 2 en profondeur, je vois que je reproduis un cube plus grand. Donc en multipliant les mailles côte à côte comme ça, je me retrouve avec toujours la même forme mais plus grosse. Et si je multiplie tout par 3, pareil, je vais avoir quelque chose qui, alors on le voit presque plus ici, il faut que je réduise la taille, mais c'est toujours une forme qui est cubique. Donc en multipliant des milliers de fois ces mailles-là de base, on va se retrouver avec des choses qui sont visibles sous un microscope et qui peuvent ressembler à ça, à des cubes. Ça c'est le sel, vraiment sous un microscope. Mais il faut imaginer qu'en fait c'est des mailles qui sont plusieurs millions ou plusieurs milliards côte à côte comme ça. Bien. Donc comment décrire le cristal à partir d'une maille, et puis on s'arrêtera là. Le cristal est une répétition régulière dans l'espace de la maille de départ. Voilà pour aujourd'hui.